L'administration Trump a autorisé une vente d'armes d'environ 825 millions de dollars à l'Ukraine. Cela inclut plus de 3000 missiles Javelin, avec une portée qui pourrait dépasser celle des attaques précédentes. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré que la Russie et l'Ukraine ne sont pas prêtes pour la paix. Je suis curieux d'avoir votre avis à ce sujet, cette décision particulière de l'administration Trump, et si elle a compromis le processus de paix. Parce que la Russie a répété à plusieurs reprises que ses missiles et ce financement entretiennent la guerre. Et Trump a affirmé qu'il ne menait pas la guerre du tout. Il se contente de vendre des armes à l'OTAN. Que se passe-t-il ici? Eh bien, Trump et son équipe sont complètement incompétents. Tout d'abord, chaque jour, il y a un changement de point de vue, un changement de déclaration. Certains jours, ce sont des menaces, d'autres jours, c'est une déclaration du type « mon meilleur ami Vladimir ». En gros, ce ne sont pas des tactiques, c'est de l'incompétence et de l'incohérence. Le président est incapable de se faire une idée cohérente de ce qui se passe. Il subit de multiples pressions. Ses propres promesses de mettre fin à la guerre, une opinion publique américaine qui en a assez de tout cela, les fabricants d'armes qui veulent vendre des armes, les néoconservateurs qui sont des profiteurs de guerre et en partie des idéologues de la guerre, et les dirigeants européens qui sont dans le même camp. Ce sont un mélange de va-t-en-guerre et de captifs du complexe militaro-industriel, le leur et le nôtre, qui sont fondamentalement les mêmes. Donc Trump n'a pas la capacité de trouver une issue à cette situation. C'est une administration qui échoue sur de nombreux fronts, y compris celui de la recherche de la paix. La paix est possible, mais elle n'est ni auto-entretenue, ni auto-imposée, ni auto-créée par nature. Elle doit être construite. Il faut un cadre, il faut l'expliquer et la justifier. Il faut une négociation, pas une réunion de 2 heures. Rien de tout cela ne se passe vraiment en ce moment. C'est très triste. C'est très préoccupant d'avoir une telle incompétence à la tête des États-Unis. Mais je pense que c'est essentiellement l'explication de ce que nous voyons. Ce ne sont pas des manœuvres habiles. Ce n'est pas stratégique. Ce n'est même pas tactique. C'est juste de l'agitation désordonnée. Et cela fera-t-il une différence, professeur Sachs? Parce que le contrat stipule qu'un millier de missiles iraniens par an vont être envoyés en Ukraine. La communication de l'administration Trump est très chaotique. D'un côté, ils disent qu'ils n'autoriseront pas de frappes de missiles à longue portée en Russie depuis l'Ukraine, avec des armes américaines. Et pourtant, cette énorme promesse faite à l'Ukraine, qu'elle soit réalisable ou non, dans la quantité annoncée de missiles qui seraient fournis à l'Ukraine, semble indiquer exactement le message inverse à la Russie. Je ne suis pas assez expert en matière militaire pour connaître toutes les conséquences de ce système d'armes, mais il me semble clairement que cela prolonge la guerre. Nous sommes également dans un contexte où l'Ukraine est dirigée par une petite bande extrêmement corrompue qui opère sous la loi martiale et, comme aux États-Unis, n'a aucun rapport avec les besoins du peuple ukrainien ni avec l'opinion publique en Ukraine, qui souhaite massivement que cette guerre cesse. En gros, c'est presque comme si nous étions simplement entre les mains de gangsters aux États-Unis, en Europe et en Ukraine. Personne ne veut vraiment que la guerre s'arrête, à part, je dirais, la Russie, franchement. La Russie souhaite que cela s'arrête selon les conditions qu'elle a posées, à savoir avant tout la neutralité de l'Ukraine et des concessions territoriales après 11 ans de guerre depuis le coup d'État de Maïdan, soutenu par les États-Unis en février 2014. Ce sont en réalité des conditions assez raisonnables pour mettre fin à cette guerre, protéger la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine sur le reste de son territoire.
soit 80% de l'Ukraine ou l'Ukraine d'avant 1991, avant la guerre. Et cela devrait constituer la base pour trouver un accord. Il semble que nous n'y parvenions pas, encore une fois, parce que cela nécessiterait un président capable de définir un cadre, de s'y tenir et de négocier sur cette base. Mais nous n'avons pas cela. Il semble donc que cela annonce davantage de combats, d'escalade et de destruction. Nous savons que la Russie a lancé d'énormes attaques de missiles et de drones contre Kiev au cours des 2 ou 3 derniers jours. Beaucoup d'autres attaques de ce type sont à prévoir. Et tout cela constitue également un déclencheur pour une escalade supplémentaire et je dirais le risque toujours présent de voir ce conflit basculer vers une guerre nucléaire. Cela a toujours été le cas, et il ne semble y avoir aucune volonté de faire marche arrière. Aussi incompétente que soit la direction des États-Unis, je placerai sans hésiter Starmer, Merz et Macron au même niveau d'incompétence grotesque. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ne reflète les intérêts de leur pays, la sécurité de l'Europe ou la réalité de cette situation. L'Europe s'agite actuellement autour de l'idée d'une zone tampon, censée s'inscrire dans le cadre d'une proposition d'accord de paix. Mais comme vous l'avez dit, professeur Sachs, plus personne ne dialogue vraiment avec la Russie, malgré les discussions menées par les États-Unis en Alaska. Il semble, en particulier en Europe, qu'on soit très opposé, même à l'idée de parler à la Russie, et que l'on propose désormais cette zone tampon comme moyen d'imposer leur propre vision de ce à quoi pourrait ressembler une cessation du conflit. Qu'en pensez-vous? Car l'Europe a été si prompte et si enthousiaste à suivre les États-Unis, acceptant cette médiation sur le transfert d'armes. Que pensez-vous de cette idée de zone tampon et de la manière dont l'Europe s'est comportée tout au long de ce processus, dans un conflit qui ne tourne ni à l'avantage des États-Unis, ni de l'Europe, ni de l'Ukraine? Je pense que le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre l'Europe et la Russie. Les Russes disent des choses importantes. Ils parlent bien sûr de l'OTAN, de leurs frontières, des systèmes de missiles américains, des menaces pesant sur leur sécurité. Et la réponse européenne, c'est « Poutine est un monstre. C'est un expansionniste acharné. Il veut envahir le reste de l'Europe. Il doit être arrêté. » Ce n'est pas ce que disent les Russes. Et la réponse européenne, à mon avis, relève soit de la surdité, soit de l'irresponsabilité. Je ne sais pas laquelle. Certains dirigeants européens m'ont dit en privé des choses différentes de ce qu'ils disent en public. Auquel cas, la conclusion, c'est que c'est de l'irresponsabilité qu'ils misent sur une escalade de la guerre pour une raison ou une autre, même s'ils savent que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Certains de ces dirigeants me semblent tout simplement être des imbéciles. Starmer, par exemple. Merz me paraît être un va-t-en-guerre inlassable. Pas un mot sur une solution pacifique ne sort jamais de sa bouche. Et ce qui est incroyable, c'est que l'Allemagne a une responsabilité particulière en matière de paix. Non seulement c'est la plus grande économie d'Europe, mais c'est aussi le pays qui a envahi l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, causant au final 27 millions de morts, divisant l'Europe pendant des décennies par la suite, et qui s'est réunifiée sur la base d'un engagement explicite selon lequel l'OTAN ne s'élargirait pas. Elle était garante de l'accord de Minsk II, que même l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, a reconnu ne pas avoir appliqué, ne pas avoir pris au sérieux. Je ne suis pas sûr de croire ce qu'elle dit sur son attitude à l'époque où cela était censé être en place, mais elle a échoué. L'Allemagne a échoué. Et tout ce que nous entendons de la part de Merz, c'est qu'il n'y a pas la moindre reconnaissance de tout cela, mais plutôt que l'Europe doit se préparer à la guerre. C'est donc assez inquiétant. Nous lisons des livres d'histoire.
Nous étudions pourquoi des tragédies terribles et dévastatrices comme la Première Guerre mondiale ont eu lieu, et nous en débattons à l'école. Nous écrivons des dissertations à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous le vivons nous-mêmes, en observant avec un véritable choc l'irresponsabilité totale des actions des dirigeants politiques, alors qu'il y a un impératif évident de s'asseoir, de discuter et peut-être de ne pas être d'accord. Mais ne même pas essayer de dialoguer et de négocier, c'est quelque chose qui me choque profondément. Ce qui se passe à Gaza, ce génocide horrible, et l'administration Trump a montré très peu d'intérêt à faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Bien au contraire. C'est une catastrophe absolue, un génocide soutenu par les États-Unis. S'il vous plaît, ce n'est pas qu'ils n'agissent pas pour l'arrêter, ils soutiennent activement un massacre de masse. Voilà les valeurs occidentales, au cas où quelqu'un ne comprendrait pas. Les valeurs occidentales, c'est que vous pouvez massacrer des gens que vous considérez comme n'étant pas de votre camp, ou comme sous-humains, ou n'appartenant pas à votre groupe religieux, ou peu importe. C'est ce qui se passe en ce moment, et c'est actif, et c'est complice. Et pendant que nous parlons, le département d'État vient d'annoncer que les responsables palestiniens ne pourront pas venir aux Nations Unies en septembre parce qu'ils demandent la reconnaissance de la Palestine, horreur suprême, alors que les États-Unis sont en train de commettre un génocide. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Oui, les États-Unis sont complètement impliqués, voire en train de diriger la situation. Je sais que beaucoup de gens disent que la guerre en Ukraine est désormais celle de Trump. Ce qui se passe à Gaza, le génocide qui s'y déroule, incombe certainement à Donald Trump, comme vous l'avez dit. J'aimerais avoir votre analyse de cela et du cadre dans lequel les États-Unis sont embourbés d'un côté dans une guerre génocidaire et de l'autre dans un scénario de Troisième Guerre mondiale en train d'être perdu, avec un conflit potentiel qui pourrait éclater en Ukraine, un nouveau risque de conflit nucléaire autour de l'Ukraine. Peter Navarro, un célèbre faucon anti-chinois qui est maintenant conseiller de Trump pour la division de la fabrication et du commerce, a déclaré ceci à propos de l'Inde, car en ce moment, il y a beaucoup de panique concernant la Chine. La Russie et l'Inde se rapprochent. L'Ukraine vient nous voir, ainsi que l'Europe, et dit « Donnez-nous encore un peu d'argent ». Donc tout le monde en Amérique en pâtit à cause de ce que fait l'Inde. Les consommateurs, les entreprises, tout le monde perd, et les travailleurs perdent parce que les droits de douane élevés de l'Inde nous coûtent des emplois, des usines, des revenus et des salaires plus élevés. Et puis les contribuables perdent aussi parce que nous devons financer la guerre de Modi. D'accord, la voie vers la paix passe, au moins en partie, par le travail de New Delhi. On a déjà entendu cela à propos de la Chine, n'est-ce pas? L'Ukraine est la guerre de la Chine, parce que la Chine continue de commercer avec la Russie. Mais il y a une panique plus grande en cours. Modi et Xi Jinping travaillent sur une possible détente entre eux pour apaiser les relations entre les deux pays, ce qui est historique à certains égards. Et bien sûr, la Russie et la Chine sont plus proches que jamais. J'ai presque l'impression que Trump et Peter Navarro ont réussi à unir le monde. Bon, c'est vrai, ils unissent le monde contre les États-Unis, mais tout de même, ils unissent le monde. Ce sont vraiment des idiots. Navarro c'est un imbécile. Désolé. Et ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, c'est détruire des années de relations entre les États-Unis et l'Inde. J'ai toujours dit aux Indiens, mes amis, j'ai tellement de collègues et d'amis avec qui j'en discute, que les États-Unis sont totalement indignes de confiance. Il n'existe pas d'alliance fiable avec les États-Unis. Et j'ai toujours conseillé à l'Inde, ne vous rangez pas du côté des États-Unis contre la Chine. C'est imprudent. C'est une mission vouée à l'échec. C'est jouer le jeu hégémonique des États-Unis. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Inde. Eh bien,
Je peux dire que Peter Navarro et Trump ont prouvé mon point de vue de la manière la plus directe et la plus évidente ces dernières semaines. J'ai parlé à de nombreux hauts responsables indiens, aux médias, à des chefs d'entreprise. Ils ont rompu les relations entre les États-Unis et l'Inde à cause de cela. Il ne s'agit pas seulement des déclarations idiotes de Navarro affirmant que c'est la guerre de Modi. Il y a aussi le soi-disant tarif de pénalité de 25% que les Indiens ont bien remarqué. Merci. Et le rapprochement entre la Chine et l'Inde était déjà en cours depuis plusieurs mois, car cela a beaucoup de sens pour les deux pays. Mais l'agitation qui a suivi les mesures tarifaires de Trump contre le Brésil et l'Inde a été remarquable. Et j'ai suivi cela de très près jusqu'à aujourd'hui. Le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie ont mené ces dernières semaines une intense série de rencontres diplomatiques de haut niveau. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, visites de chefs d'État. On a beaucoup parlé des conséquences de cet impact sur l'hégémonie du dollar américain et plus généralement sur le monde unipolaire. Il semble que le conflit en Ukraine, la situation à Gaza, les escalades continues avec l'Iran, tout cela diminue la position des États-Unis et profite énormément aux BRICS. Je ne sais pas ce qui s'effondre le plus vite, Trump. I don't know what's falling faster, Trump, Starmer, Macron and Mertz's approval rating. Les taux d'approbation de Starmer, Macron et Merkel, ou la position de ces pays dans le monde, ou l'économie américaine, ou le rôle du dollar. Tout est en déclin. C'est une politique vouée à l'échec. Cela n'a aucun sens. Il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune réflexion. C'est un échec total à reconnaître qu'il existe un vaste monde au-delà et que l'Occident ne peut pas simplement lui dicter sa loi. Permettez-moi de donner quelques chiffres. Il y a 335 millions d'Américains, environ 450 millions dans l'Union européenne, encore 55 à 60 millions en Grande-Bretagne, et si vous additionnez tout cela, cela représente un peu plus de 10% de la population mondiale. C'est tout. Ils se parlent à eux-mêmes. Ils tiennent leurs réunions. Ils profèrent des menaces envers le reste du monde. Ils imposent des sanctions. Ils sont divisés entre eux parce que Trump mène une guerre commerciale contre tout le monde. Mais à part cela, ces 10% de la population mondiale pensent encore qu'il dirige le monde. Trump, qui représente ces 335 millions de personnes, soit 4,1% de la population mondiale, pense qu'il dirige le monde à lui seul. Tout cela n'est qu'une illusion. Tout cela échoue. Tout cela choque le reste du monde. Même si l'on prend l'exemple de Gaza d'ailleurs, au moins 180 des 193 États membres de l'ONU sont fermement favorables à la création d'un État palestinien aux Nations Unies. Beaucoup reconnaîtront cela dans les 3 ou 4 prochaines semaines. Les États-Unis se retrouvent presque seuls avec Israël, Vanuatu, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée et quelques autres. C'est à peu près tout. Ainsi, les États-Unis deviennent de plus en plus isolés. Et comment gèrent-ils cet isolement? Ils refusent des visas à ceux qu'ils ne veulent pas entendre. C'est un isolement supplémentaire. Ils imposent des tarifs douaniers. C'est encore un isolement supplémentaire. Ils éprouvent du ressentiment envers le reste du monde. Eh bien, nous n'avons pas besoin du reste du monde. En réalité, les États-Unis ont besoin du reste du monde. Tout cela constitue donc une approche totalement vouée à l'échec de la part des États-Unis. Et les échecs, à mon avis, deviennent évidents partout. Certains considèrent les tueries à Gaza, le génocide à Gaza, et la capacité des États-Unis à maintenir cet immense appareil militaire, tout en imposant des tarifs douaniers et des sanctions, comme un signe de force. Mais vous venez de dire que cela accentue en réalité l'isolement. Est-ce le début de la fin de la domination et de l'hégémonie de l'Empire américain? Et que va-t-il se passer ensuite?
There is no hegemony. We're in a multipolar. Il n'y a pas d'hégémonie. The United States Nous vivons dans un monde multipolaire. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre la Russie. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre la Chine. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre l'Inde, d'ailleurs. Il y a de nombreuses grandes puissances. L'arme nucléaire est aussi un grand facteur d'équilibre. C'est pas un monde que les États-Unis peuvent diriger avec leurs 4,1% de la population mondiale. Et soit dit en passant, rappelons que Trump est une figure très impopulaire. Selon les données d'enquête les plus récentes des derniers jours, il a un taux d'approbation de 37% et un taux de désapprobation de 55%. Il ne dirige donc même pas les États-Unis. Dans son délire et à travers ses décrets, il pense que c'est le cas, mais il n'a même pas le soutien de la majorité du peuple américain. Loin de là. En ce sens, nous vivons déjà dans un monde multipolaire, mais il ne faut pas s'en réjouir outre mesure, car l'ampleur des destructions, les massacres de masse, la famine qui touche actuellement 2 millions de personnes à Gaza et la présence d'armes nucléaires rendent la situation extrêmement dangereuse. Il nous faut plus que la multipolarité. Il nous faut la décence fondamentale pour savoir comment vivre ensemble. Et cela, les États-Unis en sont dépourvus à ce jour. C'est un échec interne, non la réalité objective du monde. C'est une mentalité propre à Washington, celle selon laquelle Washington dirige encore le monde. Et il est très très dangereux de s'accrocher à une telle illusion. To have that kind of delusion.